Bonjour, la fin de l'année 2025 approche et avec elle vient le moment de faire un peu le bilan des jeux qui sont sortis en cette année 2025. En préparant la vidéo, j'avais d'abord le sentiment que cette année 2025 avait été plutôt calme. Et puis, en faisant la liste, j'ai finalement eu du mal à la réduire à 24 jeux que je vais vous présenter dans l'ordre jeux enfants, jeux tout public et jeux initiés. La vidéo est chapitrée, vous pouvez donc passer d'un jeu à l'autre ou d'une section à l'autre selon votre préférence. On va commencer par le commencement avec un tout premier jeu de société pour enfants à partir de 2 ans. Comme c'est 2 ans, c'est un jeu de coopération et dans ce jeu, il y a des petits lutins qui ont foutu le bordel dans la chambre, il y a tout plein de jeux qui sont par terre et les enfants vont devoir les ranger. Et les ranger comment? En fait, en les prenant l'un après l'autre et parfois les enfants vont découvrir un vrai jouet et parfois ils vont découvrir un petit lutin, mais chaque pièce qu'ils vont récupérer, ils vont devoir l'empiler sur un panneau vertical sans faire écrouler tout le bazar. Si l'ensemble des jeux tombe, si plusieurs jeux tombent en fait de ce panneau vertical, la partie est perdue. Par contre, si on arrive à ranger tous les jeux et à ce que tout tienne bien en équilibre à la verticale, alors on a tous gagné. Le deuxième jeu pour enfants s'appelle Archéo et il est édité par Gigamic. C'est un jeu qui s'adresse à des enfants à partir de 5 ans et comme le dit bien son nom, on va faire un peu d'archéologie, c'est-à-dire en fait on va creuser et c'est vraiment chouette parce qu'en fait la boîte de jeu est en 3 dimensions, on va enlever des tuiles qui vont découvrir d'autres tuiles et ainsi de suite. Et en retournant ces tuiles, on va trouver des morceaux de dinosaures que l'on va reconstituer pour faire des puzzles. Malheureusement, parfois quand on retourne une tuile, on n'a pas un morceau de dinosaure, on a des morceaux de cailloux qui vont venir casser nos pelles. Et tout le but va être de pouvoir reconstituer les dinosaures avant que toutes nos pelles soient cassées. Le jeu suivant s'appelle Polynimo et il est édité par Loki. Il s'adresse à des enfants à partir de 6 ans. Polynimo, c'est un drôle de nom et qui en fait rappelle les animaux et des polyomino. Donc les polyomino, ce sont des formes un petit peu à la Tetris et ce sont des formes pochoirs en fait dans le jeu. C'est une espèce de roll and ride où les enfants vont devoir remplir le paysage d'une ferme en utilisant les fameux polyomino pochoirs qui leur permettront de dessiner des empreintes sur les différents endroits de la ferme. Alors il y a des petites contraintes à respecter si on veut marquer des points, comme par exemple les poules, elles vont aller autour du poulailler, les chevaux ils vont aller dans l'enclos, les canards ils vont aller dans la mare, etc. Et donc l'idée ça va être à chaque tour on va avoir une pièce à disposition qui va nous permettre de tracer en fait des pattes d'un animal dans un endroit particulier de la ferme en plaçant correctement le polyomino. Il y a des paysages de difficulté croissante qui permettront donc à l'enfant d'évoluer et de jouer à des parties de plus en plus riches en animaux et en effets spéciaux de ces animaux. Cette année, un nouvel éditeur est apparu dans le paysage ludique et il propose des jeux pour les enfants et ce sont vraiment des jeux adorables qui sont toujours magnifiquement édités et magnifiquement illustrés. L'un de ces jeux s'appelle Balladino. C'est un jeu de course et de prise de risque qui s'adresse à des enfants à partir de 5 ans. Dans Balladino, chaque joueur promène son dinosaure dans le parc et va tenter de traverser le parc plus rapidement que les autres joueurs. Le petit twist du jeu, c'est qu'à chaque tour de jeu, on va avancer soit le personnage maître, soit le petit dino qui est promené par le maître. Le petit dino pourrait courir très vite, aller très loin de son maître. Le problème, c'est que parfois, on lance le dé et on tombe sur la gardienne Billy, et si le dino est trop loin de la gardienne Billy, alors il doit revenir en arrière, et donc on perd un petit peu de temps dans la course. Donc on est un petit peu partagé entre vouloir aller très vite, ou à vouloir sécuriser en faisant avancer le maître pour que le dinosaure ne soit jamais très loin. C'est super mignon, c'est rigolo, c'est plein de rebondissements, vraiment un chouette jeu pour enfants à partir de 5 ans. Un autre jeu qui plaît beaucoup chez Kiwizu s'appelle Castle Boom, et il s'adresse aussi à des enfants de 5 ans. Ici, c'est un jeu qui combine mémoire et dextérité. Mémoire, pourquoi? Parce qu'en fait, au début d'un tour, on va retourner des jetons en espérant que tous les jetons correspondent à une couleur de tour que l'on va assembler. Une fois qu'on a obtenu un maximum de jetons, on va pouvoir construire autant de ruines que de jetons obtenus pour les empiler et reconstituer les tours du vieux château délabré.
En fonction du nombre de ruines qu'on a réussi à empiler, on gagnera de l'or, mais évidemment à condition qu'on les ait empilées sans faire de badaboum, bien sûr. C'est donc un jeu avec de la dextérité, du suspense, de temps en temps des badaboum qui font rigoler ou qui font couiner un petit peu, mais c'est un très chouette jeu pour les enfants à partir de 5 ans. Alors je trouve le bonhomme de paille complètement craquant, c'est un jeu de coopération édité par Spaceco pour des enfants à partir de 4 ans. Quand je dis coopération, c'est un jeu qui est bien plus riche que ça. Il y a des éléments de tactique, stratégie, de reconnaissance de forme, de mémoire, d'empilement en 3D, c'est vraiment très original. Donc le but du jeu, ce sera de reconstruire un épouvantail avant que tous les corbeaux soient arrivés sur la barrière. L'épouvantail étant complètement démonté, les oiseaux arrivent et donc s'ils sont tous là, on a perdu. Et donc pour gagner, on va essayer de piocher les formes qui sont nécessaires pour reconstruire l'épouvantail dans la bonne séquence, évidemment. Il faut aller des pieds à la tête dans le bon ordre et avec des formes particulières qu'on va essayer de reconnaître. En piochant ces formes, eh bien, parfois on va tomber sur la forme qui nous arrange, parfois on va tomber sur un corbeau. Donc si tous les corbeaux sont là, on a perdu. Et si on a reconstruit l'épouvantail avant, donc que les corbeaux ne soient arrivés, alors la partie est gagnée. C'est magnifique, cette construction en 3D, c'est vraiment très intelligent par toutes les mécaniques qui sont proposées dans le jeu. C'est donc quelque chose qui est très malin pour des enfants à partir de 4 ans. L'éditeur Asmodée a décidé de créer une marque spin-off qui s'appelle Asmodee Kids et qui, comme son nom le suggère, va adapter en version enfant des jeux qui sont très bien connus dans la gamme Asmodée. On va ici parler de Splendor Kids. Et Splendor Kids, de nouveau, comme son nom le suggère, c'est une version adaptée pour les enfants à partir de 6 ans du célèbre Splendor. C'est une adaptation que je trouve absolument magnifique, à un point tel que je trouve que même en adulte, le jeu est vraiment très agréable à jouer. Dans Splendor Kids, le jeu va s'organiser autour d'un plateau, un plateau sur lequel nos petits personnages voyageurs vont devoir progresser pour se rendre au palais. Et donc la formule du jeu, c'est une course pour atteindre le palais. Et pour se déplacer dans cette course, on doit récolter des ressources et on doit dépenser ces ressources pour se rendre sur la prochaine case du plateau. Et c'est là toute l'intelligence. On a une mécanique qui évoque un petit peu le principe de Splendor avec la collection de ressources et la dépense de ressources pour progresser, mais dans une version qui est tellement simplifiée qu'elle est accessible à des enfants. Simplifié ne veut pas dire sans intérêt. Franchement, en jouant comme un grand, j'ai pris vraiment beaucoup de plaisir à jouer à Splendor Kids. C'est une adaptation magnifique, franchement, si Asmodee Kids continue à adapter les jeux avec autant de brio, ça risque de faire vraiment un carton. Alors, je ne vous ferai pas l'injure de vous demander si vous connaissez le jeu Unlock, le célèbre jeu d'Escape Games qui se décline en de nombreux épisodes, on en est au 14e épisode. Unlock, comme vous le savez peut-être, a déjà été décliné dans une version Kids, Unlock Kids, qui s'adresse à des enfants à partir de 6 ans. Ces adaptations sont déjà très réussies. Ici, on est allé encore un peu plus loin avec mon premier Unlock, qui est vraiment un tout premier jeu d'énigmes pour enfants à partir de 4 ans. C'est une adaptation complètement incroyable, elle est mignonne, elle est très efficace, elle fonctionne déjà à 4 ans, c'est complètement fou. Et dans cette adaptation, le premier volet s'appelle Histoire de canard, et donc on a un canard qui s'appelle Bernard et qui va vivre 3 aventures différentes, comme dans les Unlock originaux. Et ce petit canard, il va progresser dans un décor qui va se dévoiler petit à petit en posant des cartes qui vont se connecter entre elles et vont faire apparaître de nouveaux éléments de décor que le petit canard pourra explorer. Quand le petit canard va se mettre devant un lieu qu'il souhaite explorer, ça réalise une forme, et si cette forme existe parmi les autres cartes, on peut dévoiler cette carte et l'ajouter au paysage, et donc ça permet au canard de progresser dans l'aventure. Voilà, c'est donc aussi simple que ça, c'est un jeu d'observation, d'association visuelle, un petit peu de narration pour raconter la petite histoire de ce canard. Bref, c'est une adaptation qui est complètement incroyable, magnifiquement faite, moi je la trouve complètement craquante. Chez Djeco, le jeu qu'on a adoré cette année s'appelle Caballo. Caballo, c'est une espèce de course de petits chevaux, mais qui est complètement revisitée de façon beaucoup plus moderne. Dans Caballo, on fait la course pour atteindre la ligne d'arrivée, mais on doit choisir entre trotter
ou galoper. Et donc à chaque tour de jeu, l'enfant devra faire un choix simple, soit de trotter, soit de galoper, et donc avancer un peu plus lentement, mais de manière sécurisée, ou avancer vite, mais en prenant des risques. Le jeu se joue à partir de 5 ans, mais il est très agréable de jouer entre parents et enfants. C'est un jeu de prise de risque, donc quelque part, les parents peuvent tout aussi bien se planter que les enfants, donc chacun a sa chance de gagner. Et on va donc clôturer cette section enfants avec un jeu qui s'adresse justement à des plus grands enfants, c'est-à-dire à partir de 7 ans, avec le jeu City Tour qui est édité par Blue Orange. Alors City Tour, c'est un jeu qui se déroule dans une ville un peu farfelue dans laquelle les routes sont toujours en mouvement. À chaque tour de jeu, vous allez piocher 2 tuiles de route, vous allez en choisir une et vous la poser sur la ville. Cette tuile de route va permettre de faire progresser l'autobus avec un double objectif. D'une part, vous allez devoir récolter des passagers pour les faire embarquer dans le bus, et d'autre part, vous allez devoir débarquer les passagers sur les monuments qu'ils ont envie de visiter. Vous devez balader le bus dans la ville et atteindre la sortie de la ville avec un objectif qui est fixé. Il y a en tout 12 objectifs de difficulté croissante, donc 12 journées touristiques, et donc ça va permettre de faire une progression dans la difficulté du jeu, et donc permettre à l'enfant et très probablement aux parents qui l'accompagnent d'évoluer dans ce jeu qui est en permanent changement, en permanente évolution. On va entamer la catégorie tout public avec un jeu de lettres qui est un style de jeu en fait qui n'est plus très fréquent, et donc on est vraiment très content d'en avoir un excellent représentant cette année. Le jeu s'appelle donc Happy Letters, il est édité par Tiki Édition et il s'adresse à des joueurs à partir d'une dizaine d'années. Happy Letters, c'est un jeu qui combine le bingo et le jeu de lettres. À chaque tour de jeu, il va y avoir une carte qui va proposer un thème, et l'idée, ça va être d'imaginer un mot qui correspond à ce thème et que l'on va associer à une ligne ou une colonne d'une grille bingo. Cette ligne et cette colonne contiennent des lettres, et donc on va essayer que le mot que l'on propose contienne un maximum des lettres de la ligne ou de la colonne que l'on a choisie sur sa grille bingo. Pour chaque lettre se trouvant correctement dans le mot que l'on a proposé, on peut placer un jeton, et donc le but c'est d'être le premier joueur à avoir complètement rempli sa grille de bingo. C'est un jeu intergénérationnel, on peut vraiment faire jouer des enfants, des adultes, des grands-parents. Il y a des niveaux de difficulté qui permettent donc de progresser dans le jeu. C'est donc un jeu qui est vraiment très agréable pour tout le monde. On continue avec l'adorable Viva Katrina qui est édité par The Flying Games. Viva Katrina, on l'adore en particulier pour son esthétique qui est magnifiquement illustrée par Jérémy Fleury. Et c'est un jeu de pose de tuiles, un peu à la façon de Carcassonne. Et on va, dans ce jeu, construire un village dans une ambiance Dia de los Muertos. À chaque tour de jeu, vous allez prendre une tuile parmi celles qui sont disponibles et la poser sur votre paysage. Vous connectez comme vous voulez, mais c'est plus malin de connecter bien. Et en connectant les différentes tuiles, vous allez essayer d'attirer des visiteurs, d'avoir des ballons, de construire des chemins, d'attirer des chimères, etc. Donc il y a plein de manières de marquer des points, et donc vous allez poser vos tuiles pour créer un paysage, un village qui est aussi optimisé que possible pour gagner un maximum de points. C'est à la fois malin et c'est un jeu qui est très cool. C'est vraiment dans ces jeux que j'appellerais de jeux à jouer le soir au coin du feu. C'est assez relaxant, c'est très beau. Le décor que l'on obtient à la fin est vraiment magnifique. Bref, c'est une jolie réussite de The Flying Games. Alors le jeu suivant fait l'objet d'une qualité d'édition complètement incroyable. Il s'appelle Incantibus. Il est édité par Studio H et il s'adresse à tout le monde, grosso modo. Donc à des enfants à partir de 8 ans et forcément, bien sûr, à des adultes. On peut y jouer en famille. Le premier truc bluffant d'Incantibus, c'est sa boîte de jeu. Elle est en 3D. Quand on l'ouvre, on a face à nous un donjon dans lequel on va rentrer, on va s'enfoncer, on va partir du toit et on va partir jusqu'au fond du donjon et on va récolter des ingrédients qui vont permettre de préparer des potions, on va récolter des armes qui vont nous permettre de combattre des monstres, donc on va rencontrer des monstres, on va pouvoir préparer ces fameuses potions et à la fin on devra combattre un certain nombre de sorciers pour finalement remporter un maximum de points de victoire. Les joueurs ont des baguettes, ce sont des magiciens, donc à chaque tour de jeu, on va utiliser sa baguette pour dire 1, 2, 3 et pointer un objet qui sera donc
un ingrédient, une arme, un monstre, une potion, etc. Et quand on est seul à avoir pointé un objet, on le récolte. Quand on est à plusieurs, c'est celui qui a la baguette, la magique, la plus forte, qui va donc gagner cette tuile. Et en compensation, le joueur qui avait la baguette magique la plus faible recevra en échange la baguette magique la plus forte pour départager le prochain ex-aequo. Tous ces objets que l'on collecte, on les met sur un plateau personnel dans lequel on a une place limitée, donc on doit choisir c'est quoi les ingrédients, les armes, les monstres, les grimoires que l'on va y mettre. Et tout ça pour progresser au mieux dans le donjon et pour bien sûr récolter un maximum de points de victoire. Bref, une édition un peu magique, de grande qualité et un jeu qui est familial, très interactif, agréable, jouable entre enfants et parents. Une jolie réussite. Le jeu suivant est un jeu complètement délirant qui s'appelle Miams, qui est édité par Kif Édition et qui est jouable à partir de 10 ans. Alors Miams, ça démarre assez gentiment, un peu comme un Yahtzee. Vous lancez des dés qui représentent des fruits et vous allez faire des combinaisons, donc des paires, des brelans, des carrés, des couleurs, etc. qui vont vous permettre de cocher des cases que vous allez donc reporter sur votre grille de score. Les combinaisons vous rapportent des cœurs, et c'est un jeu de course, le premier joueur qui atteint 50 cœurs a gagné la partie. Mais là où Miams devient complètement délirant, c'est que ces combinaisons ne rapportent pas que des cœurs, elles rapportent aussi des étoiles qui vont vous permettre d'acheter, alors soit gratuitement, soit pour quelques étoiles, des pouvoirs qui vont s'accumuler, qui vont se combiner, qui vont devenir complètement pétés. Et c'est ça qui fait vraiment la drôlerie du jeu, c'est que plus on avance dans la partie, plus on fait des trucs mais qui sont complètement incroyables sur le nombre de points qu'il rapporte. Voilà, c'est super simple, ça évoque un jeu qui est bien connu mais qui lui apporte une dimension complètement délirante. Je trouve donc que c'est un jeu qui est vraiment rigolo, qui se joue à l'apéro parce que c'est vraiment un jeu qui est super rapide. Bref, c'est une chouette réussite signée Kif Édition. Le jeu Wave est un petit jeu de cartes coopératif édité par Yellow. C'est un petit jeu de cartes qu'on a trouvé très original et très addictif. Le but est très simple, se débarrasser de toutes ces cartes. Et comment on fait? Eh bien les cartes ont des valeurs et des couleurs. Et à chaque tour de jeu, vous devez mettre sur la carte précédente une carte qui a soit une valeur plus grande, soit une couleur plus grande. Et du coup, le titre Wave a vraiment du sens parce que vous allez monter en valeur et au moment où vous serez très haut en valeur, vous allez essayer de jouer une grande valeur avec une petite couleur, ce qui vous permettra de switcher sur les couleurs et puis monter en couleur. Et quand vous êtes haut en couleur, vous essayez de jouer une petite valeur, et ainsi de suite. Donc vous allez passer de monter en valeur à monter en couleur, et c'est ce que suggère en fait ce titre de Wave, qui évoque donc les vagues entre les valeurs et les couleurs. Alors c'est déjà difficile de gagner dans la version de base, mais en plus le jeu vous propose un tas de variantes différentes qui vous permettent de pimenter les parties ou simplement de varier les plaisirs. On va rester dans la coopération avec Bomb Busters, qui est un jeu donc de coopération pour des joueurs à partir de 12 ans et qui est proposé par Cocktail Games. Cette fois-ci, on a affaire à une plus grosse boîte parce que dans ce jeu, il y a des missions de désamorçage que l'on va devoir réaliser. Elles sont évolutives, donc de plus en plus compliquées, et il y en a de plus de 60 à réaliser. Alors c'est quoi le principe? Chaque joueur va avoir devant soi un chevalet avec des fils de valeur croissante. Le but du jeu, ça va être de réunir des paires de fils de valeur identique sans couper le fil rouge qui traîne parmi les différents fils qui sont présents devant les joueurs. Donc à chaque tour de jeu, je pourrais proposer à un joueur une valeur devant son chevalet qui correspond à une des couleurs que j'ai sur mon chevalet. Et si la valeur correspond bien, youpi, c'est gagné. On progresse ainsi en commençant à tâtons et puis petit à petit par déduction successive, donc au fur et à mesure des propositions ou des erreurs éventuelles qui sont commises par les joueurs, on finit par cerner la position des valeurs chez chacun et par finalement reconstituer toutes les paires de fils. Chaque joueur a un petit pouvoir spécial qui permet de faciliter un petit peu la recherche, et certains succès de coupe de fil permettent d'obtenir aussi un pouvoir collectif supplémentaire qui pourra bien nous être utile. C'est un jeu qui est vraiment très malin, c'est vraiment de la déduction, de la réflexion, c'est relativement exigeant, surtout qu'il y a une difficulté qui va en montant, mais c'est vraiment très prenant, c'est vraiment original aussi. Bref, un jeu qui nous a beaucoup plu.
Jungo est un jeu qui est aussi proposé par Cocktail Games. Cette fois-ci, c'est un petit jeu parmi les petits jeux d'apéro, très addictif, qui a connu vraiment un énorme succès à notre festival et dont le but est tout simple, se débarrasser de toutes ces cartes. Le principe est très simple. Au début d'une manche, un joueur propose une combinaison de cartes au centre de la table et le but du jeu, c'est que chacun son tour, on doit pouvoir poser des cartes à condition de former une combinaison qui est plus forte que la combinaison précédente. Une fois qu'on a posé une combinaison supérieure, on a le choix entre deux possibilités, ou bien se débarrasser de la combinaison précédente, ou bien la rajouter à sa main pour former des combinaisons qui sont encore plus fortes et donc qui permettront éventuellement de se débarrasser encore plus vite de ces cartes. C'est aussi simple que ça, c'est pour ça que c'est super accessible, que c'est vraiment très addictif, les parties sont vraiment très rapides, elles durent 5-10 minutes et donc on a vraiment envie de les enchaîner. Il faut ajouter à ça, même si ce n'est pas totalement indispensable, des illustrations qui sont absolument magnifiques, dans le même esprit d'ailleurs que les illustrations de Trio. Et tout ça nous donne donc un cocktail gagnant, et c'est logique puisque c'est édité par Cocktail Games. On continue la présentation avec un gros coup de foudre que l'on a eu cette année. Le jeu s'appelle Take Time et est proposé par Libellude. Take Time, c'est un jeu coopératif évolutif. Il y aura donc 40 missions dans le jeu à réaliser et qui sont de difficulté croissante. Une mission dure quelques minutes, on va la réussir et passer à la mission suivante ou l'échouer et la recommencer. Alors le cœur du jeu, il est tout simple, vous avez une horloge avec 6 positions qui se trouvent autour de ces horloges. Chaque joueur reçoit des cartes au début de la partie et l'un après l'autre, on va jouer des cartes face cachée autour de cette horloge en les posant où on veut sur les 6 positions de l'horloge et à la fin de la manche, on va retourner les cartes sur les 6 positions et le but sera d'avoir une série croissante en partant de la première à la dernière position. Et autre contrainte, il faudra que la dernière position ne dépasse pas 24 puisque c'est une horloge. Le petit twist, c'est qu'on n'a pas le droit de communiquer pendant la pose des cartes et donc on a le droit de parler avant de consulter ces cartes pour mettre au point une stratégie collective. Plus on va progresser dans les niveaux et plus il y aura de nouvelles contraintes qui vont apparaître sur la pose des cartes et chaque nouvelle contrainte va obliger à mettre en place de nouvelles stratégies. C'est super original, c'est complètement bluffant, c'est super addictif, bref une très belle réussite proposée par Libellude. On peut dire que Repos Productions et l'auteur Antoine Bauza ont fait un sacré carton avec Seven Wonders. Seven Wonders a instantanément été un grand succès. On a connu aussi Seven Wonders Duel, on a connu le Seven Wonders Architect, le Seven Wonders Duel, le Seigneur des Anneaux. Et cette année, il y a aussi Seven Wonders Dice qui est sorti. Seven Wonders Dice, c'est une version Roll and Write de Seven Wonders. Qu'est-ce que ça veut dire Roll and Write? Roll, ça veut dire on lance des dés. Et write, ça veut dire qu'on a une fiche devant soi et on va pouvoir cocher des lieux en fonction du tirage des dés qui a été proposé. C'est donc une toute nouvelle formule pour le tirage des éléments que l'on peut construire dans sa civilisation, mais on retrouve quand même quelques éléments qui inspirent un petit peu le Seven Wonders. Il y a toujours la partie jaune qui peut vous faciliter d'un point de vue commercial, la partie bleue qui est sur le prestige, la partie rouge qui va vous permettre de combattre avec vos voisins, etc. Je vais vous avouer que je pensais à une certaine redite par rapport à l'univers de Seven Wonders, mais je trouve que Seven Wonders Dice apporte ses propres petits twists mécaniques, sa propre originalité avec ce grand tableau que l'on coche. Et donc je trouve que c'est une très belle réussite. Moi qui pourtant ne suis pas nécessairement un grand amateur de Roll and Write, celui-ci est vraiment une très belle réussite. Map Masters, c'est un jeu qui est proposé par Captain Games et il vient de faire une entrée fracassante dans le monde du jeu puisque à Essen, il a été classé numéro 1 au classement Fair Play. Alors qu'est-ce que c'est le classement Fair Play? C'est le classement de la popularité en live sur le salon d'Essen. Et parmi les plus de 1000 sorties qui ont été proposées, il a été le numéro 1 parmi toutes les nouveautés du salon. Et puis sur le festival Jeux de Nîmes, pareil, avec Take Time, Map Masters s'est partagé la tête des ventes de notre festival. Alors qu'est-ce que c'est Map Masters? Eh bien vous avez le choix. Map Masters, ça peut être un jeu
compétitif ou un jeu coopératif. C'est vraiment deux jeux en un et c'est peut-être même, on peut dire, deux expériences de jeu relativement différentes. Je vais d'abord vous expliquer un petit peu le principe du jeu compétitif. Donc dans le jeu compétitif, vous allez avoir des cartes en main, vous aurez 5 cartes en main et vous allez utiliser ces cartes pour les connecter entre elles et assembler un donjon. Et ces cartes, sur ces cartes, il est possible d'écrire avec un feutre et en écrivant avec votre feutre, vous allez dessiner un chemin qui va traverser le donjon et qui va collecter un maximum d'objets dans ce donjon. Vous allez collecter des pièces d'or et à quoi vont servir ces pièces d'or? À acheter de nouvelles cartes qui vont après pouvoir composer vos futurs donjons dans les futures manches de la partie et ces cartes seront bien évidemment plus puissantes que les cartes que vous recevez au début de la partie. Vous allez aussi récolter des clés qui vont permettre d'ouvrir des cadenas plus loin sur le chemin. Vous allez découvrir des armes qui vont vous permettre de combattre des monstres. Vous allez découvrir des cordes qui vont vous permettre de sauter au-dessus de trous. Et donc vous avez plein de choses différentes comme ça qui vont vous permettre de progresser dans ce donjon. Alors c'est quoi le but? Eh bien au début de chaque manche, vous aurez un objectif connu et cet objectif connu sera un certain nombre d'objets qu'il est nécessaire de collecter dans le donjon. Il y aura un deuxième objectif inconnu qui sera découvert une fois que tout le monde aura dessiné son donjon. À quoi sert cet objectif inconnu? Eh bien il sert à motiver les joueurs à faire le chemin le plus long possible parce que plus vous collectez des trucs en faisant votre dessin dans le donjon, plus vous avez des chances de marquer des points avec ce deuxième objectif pas connu. Il y a aussi une version coopérative pour laquelle il y a 15 niveaux évolutifs de donjons à construire collectivement pour finalement atteindre des boss, des objectifs très forts qu'il faut atteindre au centre du donjon. Octocube est édité par Sit Down, qui est un éditeur belge, donc ça c'est une bonne nouvelle, et qui rencontre aussi un énorme succès. Il a rencontré vraiment beaucoup de succès dans le festival et les enfants adorent y jouer dans toutes nos animations ludiques. Alors ce qui attire dans Octocube, c'est vraiment l'originalité du cube, puisque ça s'appelle Octocube. C'est un cube magnétique qui va se promener sur des tuiles et aspirer ces tuiles sur les faces du cube. Bien évidemment, plus on aspire des tuiles, plus les faces sont occupées et donc de temps en temps, au lieu de faire un tour de jeu où vous allez collecter des tuiles, parfois vous allez reprendre votre cube et poser les tuiles sur votre tableau personnel. Tableau personnel qui va vous permettre donc de placer les objets et essayer de gagner un maximum de points. Donc le cœur de l'interaction du jeu, ce sont les tuiles qui se trouvent au centre de la table et sur lesquelles les joueurs baladent leur cube en le faisant tourner et en essayant d'anticiper c'est quoi les faces libres et c'est quoi les objets que je pourrais collecter. C'est une mécanique super originale que je n'arrive à comparer à aucun autre jeu connu. Vraiment, cette petite déplacement en 3D, c'est vraiment ce qui attire les joueurs. C'est très interactif aussi, puisque bien évidemment, on va prendre les tuiles et se bloquer entre nous dans la collection des différents endroits. Donc les cubes entre eux vont se bloquer. Et donc c'est un jeu qui est interactif, qui est original, qui est quand même stratégique, mais qui est accessible à beaucoup de public. Les enfants adorent y jouer également. Osmosis, c'est un jeu de coopération proposé par Jeux Hopla. C'est une espèce d'ovni ludique qui correspond à vraiment aucun autre jeu sur la manière de communiquer entre les joueurs, parce qu'on est dans l'ambiance et la communication, mais la communication restreinte. Alors le principe n'est pas très compliqué à expliquer, mais il faut un certain temps pour s'accommoder à la manière de communiquer entre les joueurs. Au centre de la table, vous aurez 7 cartes qui représentent différents concepts. Et à côté, vous aurez un certain nombre de missions à réaliser. Des missions, ce sont des associations que vous devez réussir à faire entre les cartes de concept qui sont donc au centre de la table. Et c'est là que rentre toute cette astuce de communication. Il faudra parvenir à faire comprendre quelle mission on se sent capable de réaliser sans pouvoir décrire explicitement les cartes qui contribuent à cette mission. Il y a donc dans la règle du jeu un certain nombre de règles sur les éléments de communication que les joueurs ont le droit de se donner. Et une fois que l'on a compris comment on peut communiquer, on peut commencer à parvenir à réaliser des missions.
Y parvenir, c'est vraiment très satisfaisant, c'est presque magique, parce qu'en fait, sans dire les cartes, on parvient malgré tout à les assembler. C'est vraiment curieux, très original, très étrange, mais bref, c'est un ovni ludique qui est très réussi de la part de Jeux au Plat. On arrive maintenant parmi les jeux un peu plus initiés malgré tout, donc on est dans la stratégie, mais la stratégie à partir de 14 ans, avec le jeu Kingdom Crossing qui est édité par Sorry We Are French. Dans Kingdom Crossing, on est dans un royaume qui est composé de 4 îles qui sont reliées entre elles avec 7 ponts. Et le jeu impose une contrainte assez originale, c'est-à-dire on va se déplacer d'île en île en traversant les ponts, mais avec une contrainte, on ne peut passer qu'une seule fois à travers chaque pont. Et cette contrainte va devenir un véritable casse-tête de planification, puisqu'on va essayer de se déplacer pour pouvoir aller rechercher différents éléments sur ces îles qui vont s'ajouter à un tableau dans lequel on va fabriquer des moteurs de points de victoire ou des moteurs de capacité qui vont nous aider à nous développer dans le jeu. Donc on est vraiment dans la stratégie, dans la planification, dans le déplacement avec ces fameuses contraintes de pont. C'est une mécanique qui est originale et la mécanique de jeu en elle-même, le tour de jeu en lui-même sont très simples, mais le jeu est plutôt initié pour la quantité de réflexion, de planification et de stratégie qu'il implique. Zenith, c'est un jeu de stratégie initié pour 2 joueurs, c'est vraiment un coup de cœur que l'on a eu en début d'année et une nouvelle extension qui s'appelle Agent Secret sous la forme d'un booster vient de sortir pour encore enrichir le jeu. Alors Zenith c'est quoi? C'est une espèce de tir à la corde sur 5 planètes que l'on a devant soi. Le tir à la corde, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on joue des cartes agents qui contiennent divers effets. Un des effets principaux consiste à tirer un jeton vers soi pour marquer l'influence que l'on a sur la planète. Si le jeton atteint complètement ma position de départ, ça veut dire que j'ai gagné le contrôle sur cette planète et donc je gagne le jeton correspondant. Plus on ajoute des agents sur une planète, plus il devient facile d'ajouter de nouveaux agents, donc plus ça devient puissant. Et c'est ça qui crée une interaction assez forte, d'autant qu'il y a des cartes avec des effets qui sont vraiment très forts. Donc il y a une espèce de mélange entre le stratégie et un petit peu d'éléments rebondissement relativement forts qui peut être provoqué par des agents très puissants. Il y a aussi un panneau latéral qui permet de se développer plus stratégiquement. On pourrait parfois trop se focaliser sur le tir à la corde, mais se développer sur le panneau latéral peut apporter de très gros bénéfices sur le tir à la corde. Bref, c'est un jeu très interactif, mais vraiment très fort interactif, très addictif aussi, vraiment un coup de cœur personnel, et donc que je vous recommande. Alors je vous remercie d'avoir atteint ce point de la vidéo. J'espère que les 24 jeux qui sont proposés ici, qui représentent en tout cas nos coups de cœur personnels par rapport aux sorties de 2025, donc j'espère que ce sera une source d'inspiration pour vos cadeaux de fin d'année. Alors une fois que vos choix sont faits, ou si vous voulez plus de conseils pour réaliser vos choix, évidemment je vous invite à aller visiter votre magasin spécialisé de proximité. Et donc si vous êtes en Belgique, évidemment ça m'arrange bien si vous venez chez Jeux de Nîmes. Si on est trop loin mais que malgré tout vous êtes persuadé par les choix qu'on vous a fait, n'oubliez pas que tous les jeux sont aussi accessibles en ligne. Tous les liens vers les fiches de jeu sont dans le descriptif ci-dessous. Donc je vous remercie et à bientôt.